La voiture noire grinça à travers le vieux portail. La maison elle-même semblait se plaindre de cette visite. La façade était la même que celle que Daniel Alvarez avait connue dans son enfance. Des murs épais, de hautes fenêtres, un silence pesant. Il n'y était pas retourné depuis plus de 20 ans. La raison était simple et cruelle. En ce lieu, tout ce qu'il aimait s'était figé dans le temps. Daniel arriva plus tôt que prévu. La réunion à Madrid avait été annulée à la dernière minute, alors il décida de faire quelque chose qu'il avait toujours évité depuis qu'il était devenu l'un des hommes les plus riches du pays, retourner dans la maison de son enfance, désormais une forteresse. À peine la porte d'entrée ouverte, quelque chose le frappa, un rire bruyant, sauvage et rauque qui résonna dans le couloir. Daniel se figea, la poignée toujours dans sa main. Le son se répercuta sur les murs de pierre. C'était incompréhensible, pas dans cette maison, pas après tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas le signal des machines, ce n'était pas des pleurs, ce n'était pas le silence glacial que les médecins qualifiaient de stable. C'était un rire. Le cœur de Daniel s'emballa. La panique l'envahit aussitôt. La veille encore, Mathieu avait eu la gorge si serrée qu'il respirait à peine. Son fils n'avait pas ri depuis près de 3 ans. Les médecins avaient dit que les stimuli forts étaient dangereux, que le moindre éveil pouvait provoquer un collapsus respiratoire, que Mathieu avait besoin de routine, de contention, d'un silence absolu. Daniel jeta son sac à terre et se mit à courir. Ses pas résonnèrent dans le couloir comme des coups de feu. Il poussa si fort la porte vitrée donnant sur la vieille cour intérieure que le verre trembla. Il vit alors Mathieu, là, ni allongé, ni drogué, ni inconscient. Il était assis dans son fauteuil roulant bleu, au milieu de la cour, sous la lumière de l'après-midi, le corps tendu, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans un rire si intense qu'il en était douloureux. Devant lui se tenait celle qui avait accompli l'impossible, la nouvelle femme de ménage, Alma. Elle ne portait pas d'uniforme, elle était vêtue d'une vieille chemise, d'un bas de survêtement taché de peinture et tenait des couvercles de casserole comme 2 cymbales, les entrechoquant, tournoyant, sautant, faisant des grimaces exagérées. « Général » hurla-t-elle. « Frappez plus fort. » Mathieu tentait de l'imiter. Ses épaules raides se contractaient de façon erratique, ses doigts tremblaient. Un rire étouffé lui échappait, mais il s'échappait malgré tout. Daniel eut la nausée. Pour lui, ce n'était pas un miracle, c'était un crime. Que se passe-t-il? Sa voix résonna dans la cour comme une bombe. Alma s'arrêta net. Le couvercle de la casserole tomba au sol avec un bruit sec et métallique. Mathieu se tut instantanément. Son sourire s'efface. Ses épaules s'affaissèrent. Son corps reprit sa position initiale. La lumière dans les yeux de l'enfant s'éteignit. Daniel s'avança. « Vous êtes folle » cria-t-il en pointant Alma du doigt. « Vous avez sorti mon fils de la zone surveillée, vous l'avez exposé au soleil, vous avez fait un vacarme infernal, vous l'avez forcé à se dépenser physiquement. » Il s'agenouilla, touchant le visage de Mathieu, son cou, son front. « Ça fait mal? Tu as le souffle court ?» Sa voix tremblait de colère et de peur. « Réponds-moi, mon fils. » Mathieu ne répondit pas, il fixait le sol. « Monsieur Alvarez » dit Alma d'une voix posée. Il riait. Daniel se leva d'un bond. « Taisez-vous. Vous êtes là pour nettoyer les sols, pas pour jouer au psychologue avec un enfant qui risque de mourir à cause de votre imprudence. » « Il n'est pas en train de mourir » répliqua Alma sans baisser les yeux. Il était vivant. Le silence était pesant. Daniel la regarda, abasourdi. Personne ne lui parlait ainsi, surtout pas quelqu'un qui nettoyait les salles de bain de cette maison. « Vous êtes viré » dit-il froidement. « Faites vos valises et quittez ma propriété immédiatement. » Mathieu bougea. Un son étrange sortit de sa gorge, un effort rauque, presque douloureux. Daniel se figea. Qu'est-ce qui faisait que Mathieu respirait si difficilement? Son visage était rouge. Sa main droite tremblait. Non, elle ne tremblait pas. L'enfant leva la main avec effort et montra Alma. Le monde de Daniel s'écroulait. Mathieu n'avait pas parlé depuis des mois. Il était perdu. La stimulation est allée trop loin, dit rapidement Daniel, tentant de reprendre ses esprits. Il choisit sans savoir. Alma allait répondre, mais une troisième voix se fit entendre dans la cour. Monsieur Alvarez. C'était Claire, la gouvernante. Son uniforme était impeccable. Elle affichait une expression de préoccupation feinte. « Je vous avais prévenu que cette fille ne respecte pas les protocoles, » dit-elle en posant la main sur le bras de Daniel. « Regardez l'état de l'enfant. C'est dangereux. » Daniel respira profondément. La raison reprit le dessus. « Vous avez 24 heures, » dit-il sans regarder Alma. « Demain, le docteur Navarro viendra l'examiner. Si cela n'a causé aucun mal, alors vous ne reviendrez jamais ici. Compris ? » Alma avait compris. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Quelque chose le troublait, l'image du rire, le son, le mouvement. Il se dirigea vers la chambre de Mathieu. La porte était entr'ouverte.
À l'intérieur, Alma était assise par terre, tapotant doucement du bout des doigts contre le cadre du lit. « Toum toum, stop », murmura-t-elle. « C'est comme ça que bat le cœur. » Mathieu la regardait attentivement. Puis, sous les yeux ébahis de Daniel, l'index de l'enfant bougea. Ce n'était pas un spasme, c'était un contact précis. Daniel recula, le cœur battant la chamade. Peut-être, juste peut-être, s'était-il trompé, et cette possibilité le terrifiait plus que n'importe quel diagnostic. Le lendemain s'annonça lourd, sous un ciel gris et humide, comme si la maison attendait un jugement. Daniel n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé la nuit assis dans son ancien bureau, faisant tourner entre ses doigts un verre de whisky intact. Dans sa tête, il entendait le son qui le tenait en haleine, toum toum, stop. À 10 heures précises, la voiture du docteur Navarro franchit le portail principal. Un homme de grande taille, à l'expression austère, une mallette robuste et un regard déterminé à ne susciter aucune attente. Daniel le salua avec une formalité excessive. Claire apparut juste derrière lui, aussi précise qu'une ombre. Elle espérait que cette affaire serait enfin réglée. Ils entrèrent dans la chambre de Mathieu. L'atmosphère avait changé. L'enfant était éveillé, assis sur sa chaise, propre et bien rangé, mais tendu. Son regard cherchait Alma, qui était appuyée contre le mur dans un silence complet, comme Daniel le lui avait demandé. L'examen commença, lumière dans les yeux, un marteau sur les genoux, stimuli froid. Mathieu ferma les yeux. Plus le médecin insistait, plus le corps de l'enfant semblait se replier sur lui-même. Aucune réaction, aucun mouvement volontaire, aucun progrès neurologique. Navarro termina, rangeant ses instruments. Ce que vous avez vu était une réaction émotionnelle aiguë, pas une guérison. Claire poussa un soupir de soulagement. Daniel sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Puis-je essayer ? Demanda Alma, brisant le silence. Navarro fronça les sourcils. Madame, ce n'est pas approprié ? 2 minutes, demanda Alma, regardant Daniel droit dans les yeux. Vous l'avez promis ? Daniel hésita, regardant son fils, le médecin, Claire. 2 minutes. Alma s'approcha de Mathieu et s'agenouilla devant lui. Elle ne le toucha pas immédiatement. Bonjour, général, dit-elle doucement. Tu te souviens de la cour ? Le regard de Mathieu cligna. Alma tapota doucement sa cuisse. Toum toum, stop, répéta-t-elle. Mathieu respira profondément. Allez, murmura-t-elle. Juste un doigt. Le doigt bougea. Cette fois, personne ne cligna des yeux. Le bras trembla. Il se souleva de quelques centimètres. Il retomba. Encore, murmura-t-elle. Cette fois, le bras se leva complètement. C'est incompatible, marmonna Navarro. Les jambes de Daniel le trahirent. Claire recula d'un pas. Mais la partie n'était pas encore terminée. Le même après-midi, pendant que Daniel était au téléphone, Claire entra discrètement dans la chambre de la servante, celle d'Alma. Elle ouvrit le simple sac de voyage et y plaça un objet lourd, enveloppé dans un tissu. Des heures plus tard, à l'arrivée des gardes, le décor était planté. Quelque chose de précieux avait disparu, annonça Claire d'un ton théâtral, et une seule personne était arrivée dans la maison aujourd'hui. On ouvrit le sac. Un silence absolu régna. Daniel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds lorsqu'il aperçut l'objet brillant. « Ce n'est pas à moi », s'écria Alma, sous le choc. « Je n'ai rien fait. » Mathieu se mit à gémir désespérément, frappant du poing sur sa chaise. « Ça suffit », lança Daniel sèchement. « Partez. » Alma tenta de parler, en vain. « Dehors », dit-il d'une voix sèche. La porte claqua derrière elle. Cette nuit-là, Mathieu ne rit pas. Le lendemain, il ne mangea pas. Le surlendemain, il resta immobile. Toum toum, stop. Son doigt tapotait faiblement le matelas. Daniel le regarda, anéanti. À 3 heures du matin, il alluma le système de caméra. Il vit Claire placer l'objet. Le mouvement réel. La trahison. Daniel ne cria pas. Il ne pleura pas. Il prit son manteau et sortit. Il trouva Alma travaillant à décharger des caisses au vieux marché du quartier. Il s'agenouilla sur le sol crasseux. « J'ai fait une erreur, dit-il, et mon fils en paie le prix. » Alma resta silencieuse de longues secondes. « Je ne reviens pas pour vous, dit-elle. Je reviens pour lui. » La voiture revint, fendant le brouillard matinal. Mathieu entendit le bruit avant de la voir. Toum toum, stop. La portière s'ouvrit. « Vous êtes de retour, général, dit Alma. » Mathieu pleura et respira profondément pour la première fois depuis des jours. La maison semblait différente, mais elle abritait encore des fantômes. Malgré le retour d'Alma, les couloirs exhalaient encore une vieille odeur de peur. Daniel avait renvoyé Claire ce soir-là sans valise, sans explication, sans un mot d'adieu. Pourtant, son ombre planait sur les murs, dans les regards suspicieux des employés,
dans le silence qui revenait systématiquement lorsqu'on prononçait son nom. Il fallut des jours à Mathieu pour retrouver le rythme. Ce ne fut ni instantané, ni magique. Il y eut des vagues d'émotions, des sanglots silencieux, des nuits où l'enfant se réveillait terrifié, agrippant le vide comme s'il craignait qu'Alma ne disparaisse à nouveau. Daniel commença à dormir dans un fauteuil près du lit, chose inimaginable quelques mois auparavant non pas sur ordre médical, mais par choix. Alma n'avait rien demandé. Ni augmentation, ni meilleure chambre, ni excuse formelle. Elle était simplement retournée travailler. Mais maintenant, elle ne travaillait plus seule. Daniel était à ses côtés. Il apprit à se taire quand il le fallait. Il apprit à ne pas donner d'ordre. Il apprit à observer. Pendant la première semaine, Alma interdit à tout médecin d'entrer dans la maison. Assez qu'on lui dise ce qu'il ne peut pas faire, dit-elle. Maintenant, nous allons découvrir ce qu'il veut. Mathieu commença par de petits gestes, des mouvements précis, un doigt, un poignet, un sourire en coin, et surtout, le rythme. Alma rythmait tout. Le brossage des dents devenait un rythme, les repas aussi, même la respiration devenait une mélodie, toum toum, stop. Daniel observait comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue, une langue qui ne s'achète pas. Un jour, Alma emmena Mathieu à la cuisine. Aujourd'hui, tu vas cuisiner, dit-elle. Le docteur ne me le permet pas, marmonna Daniel par réflexe. Alma ne le regarda même pas. Le docteur ne donne pas la permission ici. Mathieu resta au milieu de la cuisine, assis sur sa chaise. La farine était étalée, l'odeur du levain embaumait l'air. L'enfant effleura la pâte du bout des doigts, hésitant. Appuie, dit Alma. Ne demande rien. Fais. Mathieu appuya. Daniel rit. Daniel pleura en silence. Mais la véritable épreuve survint 2 semaines plus tard. Mathieu se réveilla différent, renfermé, insensible au rythme, peu réactif. Alma le remarqua immédiatement. Quelque chose s'était passé. Daniel essaya de le nier. Il a juste mal dormi. Mais Alma savait. Elle s'assit par terre devant Mathieu. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Silence. Tu ne dois pas être fort aujourd'hui. Silence. Mathieu. L'enfant tourna la tête vers elle. Dis-le. Mathieu comprit. La présence de Daniel ne suffisait pas, il fallait qu'il soit nu, vulnérable. Cette nuit-là, Daniel s'assit sur le lit de son fils. J'ai peur, dit-il sans le regarder. Peur de te perdre. Peur de refaire la même erreur. Peur de ne pas savoir être père sans tout contrôler. Il se tut un moment. Quand j'ai renvoyé Alma, je croyais te protéger, mais je ne faisais que protéger mon orgueil. Mathieu respira profondément. Alma, murmura-t-il. Le mot sortit brisé, incomplet, mais il sortit. Daniel eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Je sais, répondit-il. Et je ne peux pas l'effacer. Je n'ai pas d'autre choix que de rester. Mathieu tourna lentement le visage vers son père. Reste, dit-il. Où Alma reste. À partir de ce jour, quelque chose changea non pas chez Mathieu, mais chez Daniel. Il commença à écouter plus qu'à parler. Il commença à poser des questions avant de décider. Il commença à faire moins d'erreurs parce qu'il les acceptait. 3 semaines plus tard, Alma fit quelque chose qui terrifia tout le monde. Elle emmena Mathieu dans le jardin devant la maison, sans fauteuil, avec de l'aide. Daniel faillit craquer. Alma, c'est trop tôt. Ce n'est pas trop tôt, répondit-elle. C'est maintenant. Mathieu tremblait, ses jambes semblaient paralysées. Ne regarde pas le sol, dit Alma. Regarde devant toi. Daniel était là, à quelques mètres. Je suis là, dit-il d'une voix étranglée. Je ne partirai pas. Mathieu respira. Toum toum, stop. Il traîna un pied, l'autre faillit le lâcher. Ne cours pas, dit Alma. Marche. Mathieu fit 2 pas et tomba. Daniel courut, mais Alma leva la main. Non. Mathieu pleura. Ça fait mal, je sais, dit Alma. Mais tu n'es pas brisé. Mathieu respira de nouveau et essaya de se relever. Daniel sentit son cœur faire un bond. Mathieu se releva presque sans aide. Un pas. Un autre. Puis il tomba dans les bras de son père. Daniel le serra contre lui comme s'il voulait le fusionner avec lui, riant et pleurant, répétant, « Tu as marché. Tu as marché. » Mais la transformation ne passa pas inaperçue. Des vidéos commencèrent à circuler, des photos prises par un employé, un voisin fit une remarque, une infirmière licenciée entendit parler de l'histoire. En quelques jours, les questions commencèrent à fuser, un millionnaire se passe de médecin, une femme de ménage devient thérapeute, un enfant incurable recommence à marcher. Daniel était sous pression, des investisseurs l'appelèrent, des avocats le mirent en garde, des amis lui conseillèrent le silence, cela pourrait tourner au scandale. Daniel écouta et raccrocha. « Je ne dois d'explication à personne, dit-il. Seulement à Mathieu. »
Mais le passé avait encore des griffes qui n'avaient pas disparu. Claire observait de loin, attendant le bon moment. Il arriva lorsqu'un assistant juridique apparut avec un épais dossier. « Monsieur Alvarez, il y a une plainte officielle, dit-il. On accuse Madame Alma de traitement illégal et de négligence médicale. » Daniel sentit son sang se glacer. « Qui a porté plainte ?»« Claire. » Daniel ferma les yeux. « Ils veulent encore l'emmener, murmura-t-il. Mathieu l'entendit. L'enfant sur sa chaise se retourna. « Non, dit-il fermement. Personne ne l'emmène. » Alma s'agenouilla devant lui. « Ce sera peut-être difficile, général. » Mathieu respira profondément. « Toum toum, stop. Je vais parler ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Je vais au tribunal. » La salle était bondée, avocats, médecins, regards sceptiques. Mathieu entra, marchant avec un minimum d'aide. Le murmure s'éleva aussitôt. On lui demanda de parler. Un silence complet s'installa. « Je ne suis pas un diagnostic, dit-il lentement. Je suis un être humain. » Claire évita son regard tandis que tous les autres le fixaient. Elle m'a dit d'essayer. Mathieu montra Alma. Je l'ai choisi. Le juge se tut. Daniel pleura. La plainte fut classée sans suite. En partant, Daniel s'agenouilla de nouveau, cette fois devant son fils. Merci, dit-il. Mathieu sourit. Toum toum, stop. La vie reprit son cours, imparfaite mais vivante. Le jour où Mathieu marcha seul jusqu'au portail de la maison, Daniel comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas un pas assuré, ce n'était pas beau, ce n'était pas parfait, mais c'était le sien. Le vieux portail, qui pendant des années avait symbolisé l'isolement et la surprotection, était devenu un seuil. De l'autre côté s'ouvrait la rue, le bruit, le vent, la vie. Mathieu s'appuyait sur une béquille, plus légère, plus pour des raisons psychologiques que pratiques. Alma marchait 2 pas derrière, imperturbable, sereine. Daniel les suivait, silencieux, le cœur battant la chamade. « Si je tombe, dit Mathieu. »« Tu te relèveras, répondit simplement Alma. Mathieu souffla, toum toum, stop. Il fit un pas de plus. Le soleil lui frappa le visage. Il ferma les yeux un instant, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau. « Il fait chaud, dit-il en souriant. » Daniel porta la main à son visage pour étouffer un sanglot. Pendant des mois, cette maison avait été une bulle. Maintenant, elle commençait à éclater. La nouvelle se répandit, non comme un scandale, mais comme une surprise. Un journaliste tenta d'interviewer Daniel, mais il refusa. Une chaîne de télévision lui proposa une émission. « Ce n'est pas une histoire, dit-il. C'était une reconstruction. » Mais elle ne faisait pas l'unanimité. L'ordre des médecins ouvrit une enquête. Des associations protestèrent, publiant des articles dénonçant le caractère non scientifique des méthodes. Daniel subit une pression inédite, cette fois non pas pour des raisons professionnelles, mais en raison de choix humains. « Tu mets tout en péril », lui lança un ancien associé. « Ta réputation, tes entreprises. » Daniel répondit calmement, « Si ma réputation repose sur un fils malade et silencieux, alors elle ne vaut rien. » La réponse se répandit plus vite que n'importe quel article. Pendant ce temps, Alma restait la même, se lever tôt, cuisiner, jouer, être exigeante, soutenir. Elle ne se prenait pas pour une héroïne, ne se considérait pas comme une sauveuse. « C'est lui qui agit », disait-elle en désignant Mathieu. Et l'épanouissement de Mathieu n'était pas seulement physique, il se manifestait dans sa voix, ses opinions, sa vérité. Il y avait eu des jours difficiles, des jours où les jambes flanchaient, des jours où les mots manquaient, des jours où la peur revenait. Mais maintenant, Mathieu n'était plus seul face à cette épreuve. Une nuit, Daniel trouva son fils assis sur le lit, agité. « Je ne veux pas dormir, dit Mathieu. »« Un cauchemar ? La peur de tout perdre à nouveau ?» Daniel s'assit à côté de lui. « J'ai peur de ça aussi. » Mathieu fronça les sourcils. « Papa, tu vas la renvoyer ?» Daniel respira profondément. « Non. Jamais. » Mathieu soupira, rassuré. « Alors je vais dormir ?» Il ferma les yeux. Daniel resta là, observant la poitrine de son fils se soulever et s'abaisser. Toum toum, stop. Le rythme. Pour la première fois, ce son n'était pas fragile, il était puissant. 3 mois plus tard, l'ancienne gouvernante fut formellement reconnue coupable de vol aggravé et de fausses accusations. La procédure fut discrète. Daniel ne voulait pas d'exposition médiatique. « Je ne veux pas me venger, dit-il. Je veux tourner la page. » On ne parla plus jamais d'elle dans la maison. Le passé avait perdu sa place, l'avenir commençait à l'occuper. Alma refusa toutes les propositions extérieures, clinique, institut, livres, formation. « Je ne veux pas enseigner une méthode, dit-elle. Je veux prendre soin des gens. » Daniel n'insista que sur une seule chose, rester.
Je reste, répondit-elle. Le jour de l'anniversaire de Mathieu, la maison était pleine non pas d'invités importants, mais de gens ordinaires, enfants, voisins, employés. La musique était forte. Mathieu était au milieu du jardin, debout sans aide. « Regardez » cria-t-il en ouvrant les bras. Daniel et Alma échangèrent un regard. Mathieu fit 2 pas. Il retint son souffle. Toum toum, stop. Il fit un pas de plus, tomba assis par terre et rit. « Je n'ai pas encore gagné, dit-il, mais je suis dans la partie. » Daniel applaudit. « Tu as déjà gagné. » Plus tard, quand le jardin fut désert et que la nuit tomba, Daniel et Alma s'assirent au bord de la piscine. Le reflet de l'eau dansait sur les murs de la maison. « J'ai jeté une horloge, dit soudain Daniel. « Je sais, répondit Alma en souriant. C'était la montre de mon père. Je sais. Elle valait une fortune. Je sais. C'était une libération. Alma le regarda. Je n'avais rien à prouver. Si, vous en aviez besoin. Daniel sourit. Tu sais ce que j'ai appris? Demanda-t-il. Que l'argent ne guérit pas. Que le contrôle n'est pas de l'amour, ajouta Alma. Que l'amour, c'est être présent. Daniel regarda la maison éclairée où Mathieu discutait avec d'autres enfants. Et le courage, poursuivit-il. Mathieu apparut à la porte. Demain, on s'entraîne à nouveau, lança-t-il. Alma se leva. Bien sûr. Même si tu tombes. Surtout si je tombe, corrigea Mathieu. D'accord. Très bien. Il rentra. Daniel respira profondément. Merci, dit-il à Alma. Elle posa la main sur son épaule. Ne me remerciez pas encore. Parce que maintenant, dit-elle en désignant la maison, cet endroit est aussi votre responsabilité. Daniel sourit pour la première fois sans crainte. La maison n'était plus un sanctuaire, elle était devenue un lieu où l'on fait des erreurs, où l'on tombe et où l'on se relève, où le temps ne se mesure pas en argent, mais en pas. Toum toum, stop.